Bienvenue à tous dans cette édition de l'Africa Newsroom consacrée à l'après-élection présidentielle 2025 au Cameroun. Le pays vient de vivre un moment crucial de son histoire politique, mais une question reste fondamentale sur toutes les lèvres. Quel impact les résultats de cette élection auront-ils sur la démocratie camerounaise? Dans un instant, mesdames, messieurs, nous en parlerons avec nos invités qui sont Célestin Djamène, qui est à ma gauche. Il est le président national du parti l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun et membre du G20. Monsieur Célestin Djamène, bienvenue sur Africa 24. Bonjour Madame Kamsu, merci pour l'invitation. C'est effectivement l'Alliance patriotique et républicaine du Cameroun, en abrégé APAR. C'est bien plus connu sous le nom de APAR que du détail que vous indiquez, mais c'est très bien de le préciser aussi. Et donc je suis très heureux d'être là. Et voilà. Merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé, messieurs. Et de l'autre côté, nous avons l'honorable Bapot Lipot, qui est le secrétaire général de l'UPC. Bienvenue, honorable, sur Africa 24. Bonjour, madame. C'est un honneur pour l'Union population du Cameroun d'être invité à ce plateau et bien évidemment donner son point de vue par rapport au processus démocratique au Cameroun et surtout dans le cadre de cette élection présidentielle du 12 octobre 2025. Au cours de cette émission, mesdames, messieurs, nous allons analyser les enjeux, les espoirs et même les tensions et surtout l'avenir démocratique du Cameroun. Africa 24 a tendu son micro à certains Camerounais et nous vous proposons de les écouter. Les attentes sont que les impôts doivent baisser. Beaucoup plus baisser parce que c'est les impôts qui augmentent les prix de tout, la vie chère. On doit voir ça. Je prends l'exemple, en 99, j'ai acheté le kilo de maquereau à 750. Aujourd'hui, c'est à 2500. Le bas peuple vivait comment? Moi, je fais la moto actuellement. En 2010, on achetait la moto à 350 000. Aujourd'hui, c'est 700 000 francs. Nous voulons l'évolution dans notre pays. Nous voulons le changement dans ce pays. Que le pays change pour que nos enfants aussi aient la possibilité d'avoir le travail, quoi. Déjà, merci. Nous attendons la relève de la jeunesse. Les jeunes doivent partir du chômage. Tous les jeunes doivent travailler. Ils doivent comprendre que les jeunes chôment beaucoup. Nous attendons de lui qu'il fasse de nouvelles choses. On n'a pas de route. Nous sommes vraiment dans des zones enclavées, surtout en période de saison pluvieuse. On attend qu'il nous répare les routes, il arrange notre marché. Bon, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Mesdames, Messieurs, la jeunesse camerounaise et les Camerounais tout entiers ont soif d'un Cameroun d'emploi, de plus d'opportunités, mais surtout un pays qui prône la paix et la transparence électorale. Une fois les résultats proclamés en cas de rejet de certains partis, pensez-vous que la gestion des contestations post-électorales reflète-t-elle une justice électorale crédible? L'honorable, je commence avec vous. Je voudrais d'entrée de jeu dire que dans le cadre de l'Alliance UPC-RDPC, signée par notre très regretté secrétaire général Augustin Frédéric Kodok, l'UPC avait insisté pour qu'il y ait une modernisation du cadre institutionnel dans notre pays. On a mis un accent particulier sur la démocratie et nous nous rendons compte aujourd'hui que si on est de bonne foi, les Camerounais peuvent aller aux urnes et choisir librement qui est-ce qu'ils voudraient avoir à la tête de notre pays. Et maintenant, il revient à la classe politique camerounaise, et plus particulièrement à l'opposition à laquelle j'appartiens, appartient l'UPC, de s'arrimer au principe de la démocratie et de sortir d'une approche de défiance institutionnelle qui privilégie, bien évidemment, une option qui, il faut se l'avouer, a un rapport avec l'orientation politique de certains acteurs. Vous savez que ceux qui sont d'obédience socialiste à l'ancien refusent carrément les élections, ne croient pas aux institutions et ont des options toujours insurrectionnelles. Il faut donc faire cet arrimage, rompre avec une certaine vision des choses et accepter que le Cameroun est aujourd'hui un espace démocratique
où on peut s'exprimer librement, aller aux élections et choisir librement les dirigeants de notre pays. Monsieur Célestin Jamène, vous qui avez eu à faire partie du MRC et du SDF, à voir comment se déroulent ces élections, pensez-vous que cette élection renforce ou peut-être affaiblit la confiance des Camerounais dans les institutions? Tout d'abord, Mme Kamsi, vous avez tout à l'heure présenté Célestin Jamène comme un membre du G20. Vous avez tout à fait raison. Quand j'en suis un, parce qu'on est un parti d'opposition, à part être un parti d'opposition qui a choisi avec d'autres leaders de l'opposition du G20 de soutenir un candidat, le candidat Paul Biya. Et donc, la démocratie est une expression de la République, ou l'inverse. Ce qui est important de reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, une élection exprime en principe le pluralisme démocratique. L'article 3 de notre Constitution précise très clairement que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc effectivement, la campagne que nous avons menée, elle a été dans le respect des autres candidats à l'élection présidentielle. Et nous pensons effectivement que cette élection, qui peut être questionnée, parce qu'en vérité, on a imposé à la plupart des pays africains un mode occidental qui est la démocratie électorale. Parce que pour moi, la démocratie, c'est d'abord un comportement, la tolérance, l'acceptation des idées des autres. Mais quand on parle d'élection, on parle de démocratie électorale. Donc en vérité, quand il y a élection organisée, les candidats acceptent d'abord les règles du jeu. Vous voyez, l'actualité qui passe en ce moment, c'est qu'il y a des candidats qui s'autoproclament vainqueurs, alors même qu'ils ont accepté, n'est-ce pas, les conditions du code électoral qui régissent l'organisation d'une élection, mais qui, une fois les élections passées, ne respectent plus ces règles qu'ils ont acceptées au préalable. Donc pour moi, il faut être assez méticuleux là-dessus pour rappeler qu'effectivement, une campagne électorale comme un vote est vraiment l'occasion pour les démocrates que nous sommes de rappeler aux uns aux autres que c'est un jeu démocratique. Et ça ne peut que renforcer la démocratie. Moi, je considère pour ma part qu'il n'est pas interdit de contester. Mais on ne peut pas brader ou piétiner le processus électoral tel qu'il existe. Monsieur Célestin Jamène, vous parlez de démocratie, mais est-ce que ce n'est pas dans le cadre de la démocratie que ces citoyens ou encore ces candidats se proclament vainqueurs? Par exemple, vous avez été membre du MRC en 2018 et vous avez soutenu les démarches du MRC même après les élections. Oui, attendez. On peut effectivement exercer sa liberté fondamentale d'expression. Notre Constitution consacre les libertés fondamentales. Mais quant à se déclarer vainqueur, avant que l'organe compétent pour le faire ne le fasse, excusez-moi, ce n'est plus la démocratie. La démocratie, c'est aussi le respect des règles démocratiques, des règles qui ont été posées avant. Au Cameroun, pour l'instant, l'article 132 est clair, c'est le Conseil constitutionnel qui a la compétence exclusive pour proclamer les résultats. Ce n'est pas les candidats. Donc il y a un processus électoral qu'il faut respecter. Alors ce candidat, dont je ne veux pas prononcer le nom tout de suite, peut-être que je vais le faire tout à l'heure, a piétiné les principes fondamentaux de la République. Et je rappelle que ce même candidat, il y a 7 ans, avait dénoncé un autre candidat qui s'était aussi proclamé vainqueur d'une élection. Alors, ironie de l'histoire, à la virgule près, il joue le rôle de celui qu'il vilipendait il y a quelques années. Donc, moi je dis, si on est démocrate et qu'on accepte les règles du jeu, il faut comprendre qu'il y a un processus qu'il faut respecter. Il est libre de faire des recours devant le Conseil constitutionnel, c'est vrai, mais une fois qu'on a accepté cela, il faut comprendre qu'il y a des organes. Il y a la commission locale, la commission communale, la commission départementale, la commission nationale de recensement général des votes, et enfin le Conseil constitutionnel, qui ont compétence pour superviser les comptes et les décomptes dépouillés pendant cette élection. Donc aujourd'hui, la démocratie, ce n'est pas le libertinage, ce n'est pas une démocrature, c'est une véritable activité encadrée par nos lois. Et pour l'espèce, c'est les lois électorales de 2012, dont je regrette de dire que M. Chiroma, maintenant je prononce son nom, a créé carrément, j'allais dire, une embuscade démocratique
en piétinant les règles fondamentales qui régissent une élection, en tout cas pour le cas du Cameroun. Honorable, dites-nous, est-ce que vous allez convenir avec M. Célestin Jamène qui estime qu'après une élection présidentielle comme celle-là, chaque parti, chaque citoyen doit rester calmement à la maison et attendre qu'une proclamation soit faite malgré les tendances des différentes urnes? Comment, effectivement, avec ce climat, comment comptez-vous créer une situation de confiance auprès des citoyens? Il faut d'abord savoir que la vie politique se déroule dans un cadre institutionnel. Nous ne sommes pas à l'état de nature où on doit faire dans la terreur et où on doit faire dans la manipulation pour influencer le processus démocratique. Il y a le cadre institutionnel qui est le nôtre qui réglemente l'élection présidentielle. Et comme l'a relevé Célestin tout à l'heure, l'une des premières règles lorsqu'on s'engage dans une élection, c'est qu'on va respecter le cadre institutionnel qui va réglementer la dite élection et ne donc pas aller dans des postures insurrectionnelles qui n'ont rien à voir avec la vie citoyenne. Parce qu'il faut aussi savoir que la logique qui fonde la démarche de Issa Tiroma aujourd'hui, ce qui rentre presque dans une tradition. Honorable, il faut dire qu'il n'est pas le seul à s'être proclamé voilà vainqueur. Pourquoi je parle. Il y a d'autres candidats voilà qui pourquoi, se sont proclamés vainqueurs, y compris certains membres du RDPC et même du parti d'opposition qui ont affirmé que le RDPC est vainqueur. Voilà pourquoi je dis que on rentre dans une tradition aujourd'hui qui a tendance à violer la loi. Parce qu'on est là vraiment au cœur de la violation de la loi. Il faut donc sortir de cette approche-là, comprendre que le Cameroun est un État qui dispose des institutions qui réglementent le cadre électoral dans notre pays. Et comment pouvez-vous oser imaginer que vous allez diriger un pays et ne pas respecter les institutions de la République? C'est une hygiène morale d'exigence, d'arrimage de son engagement politique comme leader, arrimage au respect des institutions de la République. On ne peut donc pas aller dans une anticipation qui consiste tout simplement à faire remonter en surface certains paramètres et approches qui violent carrément la loi et qui ameutent, parce que c'est le mot en fait, et qui transforment les populations, non pas en citoyens, mais en des moutons de Panurge qui vont rentrer dans un suivisme moutonnier et aller dans la défiance des institutions de la République. Et là, on travaille, non pas pour participer au développement, à la promotion de la démocratie, mais on travaille pour rompre avec la démocratie et ramener le jeu politique dans les espaces insurrectionnels qui n'ont rien à voir avec la vie d'une république, d'un État moderne qu'est le Cameroun aujourd'hui. Vous parlez très bien de démocratie et le peuple camerounais souhaite que cette démocratie soit effectivement appliquée pendant les résultats qui vont être proclamés dans quelques jours. Mesdames, Messieurs, nous touchons à la fin de cette première partie de l'Africa Newsroom. La suite, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette deuxième partie de l'Africa Newsroom consacrée à l'impact des résultats sur la démocratie camerounaise. Nous sommes sur ce plateau avec M. Célestin Jamène et l'honorable Bapot Lipot. Le taux de participation observé est-il le reflet d'une démocratie vivante ou d'un engagement populaire? Honorable, nous allons continuer avec vos propos. Oui, au niveau du taux de participation, il y a quand même quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire, quand bien même on a observé que dans les métropoles, il y a une forte participation, mais même jusqu'à ce niveau-là, il faut relever aujourd'hui qu'au niveau des partis politiques, nous devons beaucoup travailler pour la participation active des Camerounais à la vie citoyenne. Parce qu'il faut savoir que le vote, la participation au choix des dirigeants de son pays est un acte citoyen. Le taux d'abstention, lorsqu'on regarde dans certains bureaux de vote,
est interpellatif. Il faut vraiment travailler pour amener les Camerounais à s'intéresser une fois de plus aux élections et savoir que le choix de la participation à une élection consiste également à impacter véritablement la vie institutionnelle de son pays. Lorsqu'on s'abstient, on se met en marge et à un moment donné, on peut dire qu'on n'est pas citoyen. Parce que le citoyen est celui qui participe activement à la vie institutionnelle de son pays. Et le seul moyen pour un Camerounais d'impacter véritablement la vie institutionnelle de son pays, c'est d'aller aux élections, voter. Et la tendance aujourd'hui nous démontre qu'il y a quand même un recul au niveau des participations. Nous avons eu des bureaux de vote où vous pouvez avoir 300 inscrits et vous trouvez avec 50 votants. Cela nous interpelle. Et cela interpelle activement la classe politique camerounaise. Honorable, merci pour vos propos. Monsieur Célestin Djamène, l'honorable Bapod Lipot vient de signaler que le taux de participation cette année aux élections présidentielles, contrairement à ce que plusieurs pensent, il estime que le taux de participation était vraiment très bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? C'est vrai que paradoxalement, c'est la première fois que pour une élection présidentielle, on atteint le pic des 8 millions d'inscrits, d'électeurs inscrits. Bon, cependant, maintenant, en termes de participation, on peut noter que contrairement à 1992, où il y avait moins de 5 millions d'inscrits, mais près de la moitié qui avaient voté, on peut constater qu'à part les deux grandes villes que vous connaissez, Douala et Yaoundé, il y a eu très peu de participation cette année. En tout cas, on attend le chiffre définitif d'ici quelques jours. Ce qui est important, c'est que, comme l'a souligné l'honorable, il est important de savoir que l'abstentionnisme n'est pas un argument pour pouvoir porter de manière judicieuse après des revendications. Parce qu'en vérité, le citoyen a un devoir. Il a des droits, bien sûr, mais la contrepartie de ces droits, c'est aussi des devoirs. Parmi ces devoirs, il y a effectivement, je ne dirais pas l'obligation, mais la coutume de prendre part aux affaires de la cité. On ne demande pas aux gens d'être encartés dans des partis politiques. On leur demande de s'intéresser à la vie de leur nation, à demander ce qu'on appelle en langage politico-administratif de pratiquer la redevabilité sociale. Ça veut dire qu'on a des dirigeants qui nous gouvernent, à qui on a donné des mandats. On a en revanche, nous, en tant que citoyens de base ou du niveau moyen, le devoir de leur demander des comptes. Parce que c'est lorsqu'on demande des comptes qu'eux-mêmes, parfois, qui s'oublient très souvent, sont obligés de nous rapporter de ce qu'ils ont fait du mandat qu'on leur a confié. Donc en vérité, c'est une question de culture politique. Dans des pays comparables comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, le taux de participation en général est très massif, est très important. Vous vous êtes rendu compte qu'en 2024, lors des élections présidentielles, il y a eu, bon, là-bas, contrairement au Cameroun, c'est des élections présidentielles à 2 tours. Mais au premier tour, les gens ont tellement massivement participé que le parti de M. Sonko a raflé la mise dès le premier tour. Parce que les citoyens avaient non seulement soif de changement, mais ils ont pensé qu'avoir soif n'est pas un élément suffisant. Il faut également prendre part à ces élections. Donc moi, je pense qu'un élément fondamental de la citoyenneté, c'est-à-dire que quand on s'abstient, on n'a pas le droit non pas de parler, le droit de revendiquer plus tard. Parce que le bulletin de vote, c'est une arme qui nous permet, même quand on vote blanc, c'est une manière de participer. Mais quand on ne participe pas du tout, quand on s'abstient, ça veut dire qu'on est indifférent aux choses de la cité et c'est de mauvais augure pour la démocratie. Nous allons rester dans le contexte camerounais. Monsieur Célestin Djamène, vous évoquez très bien que le taux d'enregistrement aux élections présidentielles de 2025 était notamment très élevé, plus d'1 800 000 de personnes. Par contre, le taux de vote était notamment très bas. Comment expliquez-vous ce phénomène? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, bon... Peut-être un manque de confiance aux institutions? Non. Cependant, je pense qu'effectivement, quand on regarde les opinions publiques, vous avez vu les citoyens parler tout à l'heure, on se rend compte que des fois, il y a souvent des préjugés qui sont pris pour des réalités. Quand on participe à une élection, on sache qu'il
il y a ce qu'on appelle les règles qui encadrent ces élections. Ça veut dire que pour le cas d'espèce du Cameroun, et ailleurs je le suppose, il y a des organes qui sont chargés de comptabiliser les votes. Le sentiment qu'on ait voté dans un quartier ou dans une commune, dans une ville massivement pour un candidat, ne veut pas dire que forcément les résultats devraient refléter votre vote dans votre quartier, dans votre ville. Le Cameroun, c'est 10 régions, c'est 58 départements, et les votes sont éparses. Donc en fin de compte, il faut faire confiance, en tout cas c'est ma position, aux organes qui sont chargés de compter les suffrages, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, si certains ont le sentiment qu'ils votent, mais ça ne reflète pas leur vote, c'est une question qui est tout à fait légitime. Mais en vérité, c'est une impression qu'on a. Parce que le décompte final, c'est quoi? C'est qu'on fait la balance. Hein. Nous sommes dans un système de vote majoritaire à un tour, un système de suffrage universel direct, non pas indirect comme aux États-Unis. Et dans ce système de suffrage universel direct, les électeurs déterminent celui qui sera élu demain. Mais pour déterminer celui qui sera élu demain, il y a 10 régions, il y a 32 000 bureaux de vote qui seront comptés, qui seront comptabilisés. Et c'est à l'issue de ce processus, ça s'est vidé hier, je pense, pour le recensement national de vote, et on établit un compte final qui sera proclamé par le Conseil constitutionnel. Donc il ne faut pas qu'on mélange le sentiment d'avoir voté dans des grandes villes pour un candidat et ce que devraient nécessairement refléter les résultats selon votre ville d'origine. Non, il y a des canons qui nous permettent de nous assurer que dans l'ensemble du pays, sur l'ensemble du territoire national, les votes ont été en faveur ou en défaveur de son candidat ou pas. Voilà la question. Donc maintenant, ce que moi je pense véritablement, c'est que les institutions du Cameroun, elles sont bonnes. Le problème, c'est qu'il y a une crise de confiance souvent chez l'ECAM. Et l'ECAM qui est un organe, on va dire, plutôt technique, qui est là pour gérer, pour superviser, pour organiser, en fait, les élections au Cameroun. Le Conseil électoral, c'est plutôt un parti politique qui va recevoir les rapports de l'ECAM, etc. Mais c'est tout un processus. Donc, cette crise de confiance peut se résorber peut-être par des tables rondes qui permettront peut-être aux autorités de l'ECAM de mieux s'exprimer au niveau des populations. Voilà comment ça se passe. Parce que le fait aussi qu'il manque de culture juridique ou électorale peut conduire à penser que les organes qui sont là pour gérer les élections sont trafiqués ou sont corrompus. Donc, il nécessite un dialogue permanent avec les populations. Monsieur Saint-Germain, vous évoquez un point très pertinent et nous allons en revenir effectivement au cours de l'émission. Mais honorable, dites-nous, quelles réformes démocratiques concrètes attendez-vous du nouveau pouvoir? Est-ce qu'il y en a à faire? Je voudrais d'abord d'entrée de jeu relever que la crise de confiance qu'on peut avoir au Cameroun en termes de rapport avec l'institution et l'ECAM, généralement, je ne dis pas que tout soit parfait, mais il y a une bonne dose de mauvaise foi. Lorsque vous arrivez dans un bureau de vote, vous allez trouver la liste de tous les votants avec leurs photos. Et le problème qu'on a se trouve au niveau de la mauvaise foi de la classe politique camerounaise qui fait tout pour décourager le citoyen à aller voter. Parce qu'ils ont une autre approche. Ils n'ont pas l'approche institutionnelle. J'appartiens à un parti politique qui, historiquement, se référait à ces approches-là. C'est-à-dire chauffer la rue et procéder par une insurrection et la prise du pouvoir à travers une insurrection. Et plusieurs acteurs politiques au Cameroun sont restés dans cette approche-là et font tout pour amener les citoyens à ne pas faire confiance aux institutions en charge de l'organisation des élections dans notre pays. Mais je vous avoue, madame, je suis sûr que vous avez voté le 12 octobre. Quand vous arrivez au niveau de votre bureau de vote, vous vous rendez compte que tout est mis en place pour que la transparence soit évidente. Maintenant, la confiance relève tout simplement d'un travail de fond des partis politiques, non pas exclusivement de l'ECAM. Parce que ce sont les partis politiques qui ont travaillé pour amener le citoyen à ne pas faire confiance aux institutions de la République et à ouvrir une autre approche qui, selon ces partis politiques, devrait être l'insurrection populaire et la prise de pouvoir par la rue.
Honorable, vous estimez que l'ECAM n'a pas joué son rôle d'impartialité, c'est ça? L'ECAM joue son rôle de neutralité, bien évidemment, dans l'organisation des élections. Nous voyons l'ECAM sur le terrain, nous voyons l'ECAM avec les acteurs politiques, mais le problème majeur est que la classe politique camerounaise a un problème psychologique, le refus de croire aux institutions compétentes en la matière, en matière d'organisation des élections. Et maintenant, une manipulation de l'opinion et des citoyens pour que les citoyens également se détournent des institutions en charge de l'organisation des élections. C'est ce qui justifie le taux d'abstention que nous voyons. Honorable, nous avons parlé de réformes démocratiques concrètes. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il y a lieu d'avoir une réforme? Est-ce que vous estimez que le système est parfaitement bâti? Je vous donne une perspective. Moi, je dis qu'il faut amener la classe politique camerounaise à s'arrimer au principe de la démocratie. L'institution peut avoir tous les fondamentaux de la démocratie, mais si les acteurs ne croient pas aux élections, si les acteurs font tout pour que ce soit la voie insurrectionnelle qui l'emporte sur la voie républicaine, à ce niveau, il y a un problème. Et lorsqu'on fait l'autopsie de la situation au Cameroun, c'est que l'opposition camerounaise, à la naissance même en 92, est partie sur des principes événementiels. Il n'y a rien de structurel. Vous voyez à quel moment se regroupe l'opposition camerounaise? C'est toujours peut-être à 1 mois, 2 mois de l'élection présidentielle. Une fois l'élection présidentielle passée, vous n'avez pas une vie politique où les partis politiques se fréquentent, font des projections, des prospectives par rapport à l'avenir pour avoir un minimum d'entente et de propositions fortes en rapport avec les aspirations des populations. On fait dans l'événementiel, on chauffe la rue dans cette approche événementielle et après, on suppose que ça peut passer par une insurrection. Alors qu'en réalité, le Cameroun a un cadre démocratique bien moderne et solide, et ce sont les acteurs qui ont amené la population à ne pas croire aux institutions de la République. Honorable, nous allons revenir sur vos propos dans un instant, bien qu'il nous reste beaucoup à élaborer. Mesdames, Messieurs, nous marquons une pause et nous vous revenons dans un instant. Retour sur ce plateau d'Africa Newsroom, nous sommes accompagnés de M. Célestin Djamène et l'honorable Paul Ipotte et on parle ici de l'impact des résultats sur la démocratie camerounaise. M. Célestin Djamène, dites-nous, tout à l'heure l'honorable a énoncé, il a évoqué le fait que c'est l'opposition qui prône les institutions électoraux et ce qui crée une méconfiance des citoyens camerounais. Pensez-vous qu'effectivement c'est l'opposition ou alors les membres des partis politiques qui prônent ces méconfiances? Pour ce qui concerne effectivement cette culture insurrectionnelle, je pense que tout le monde le sait. Quand on va déposer ses statuts au MINAT, le ministère de l'AT au Cameroun, on doit souscrire à l'engagement imposé par l'article 9 de la Constitution. Ça veut dire qu'on doit respecter les principes républicains de la démocratie, n'est-ce pas, du respect des principes fondamentaux qui gouvernent la démocratie. Tous les partis politiques y passent, puisque c'est l'agrément pour qui vous soit donné en tant que chef d'un parti politique. Il faut souscrire à cet engagement républicain. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une culture insurrectionnelle au sein des partis politiques, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des lacunes de, comment dirais-je, ils ont des problèmes à convaincre les masses, ils ont des problèmes à mobiliser les masses. Donc, ils compensent cette absence de mobilisation, cette capacité de mobilisation par effectivement une attitude qui frise avec l'insurrection et, on va dire, l'embuscade politique. Ça n'est pas normal. Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est que d'une part, les partis politiques puissent
accentuer la formation politique. L'UPC le fait très bien depuis l'origine, hein, depuis Oumniobé. Ils ont mis un accent majeur sur la formation des cadres et même des militants de base. Parce qu'on sait qu'un citoyen qui est sous-cultivé, un militant qui n'est pas cultivé, est une bombe à retardement contre la démocratie, justement. Donc il revient aussi aux partis politiques de former leurs cadres et même les militants de base. Parce que pour devenir cadre dans un processus d'évolution dans un parti politique, ça passe par un militantisme de base. Donc cette formation et cette culture politique ne vous empêche pas d'exprimer votre opinion, même radicalement différente de celle pratiquée par le pouvoir, mais au moins de respecter les principes institutionnels qui nous gouvernent tous. Parce que si demain l'opposition prend le pouvoir, évidemment, ils seront tenus aussi de faire respecter les institutions. Ça me semble normal. Maintenant aussi de la part des institutions telles que les CAM, qui ont vocation à gérer les élections, donc à supporter cette exigence démocratique, il faut aussi des ouvertures vis-à-vis du citoyen, vis-à-vis du public. Et il y a les organismes aussi qui sont assez cachotiers, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne pensent pas qu'il est nécessaire de s'ouvrir au public. Il n'y a pas de mal à ce que les CAM organisent, on va dire, des dialogues citoyens, pour dire que voici ce que nous sommes, voici comment ça marche une élection présidentielle, que beaucoup ignorent. Et ils se mettent à soutenir des aventuriers qui se proclament candidats à tort et à travers. Ça n'a pas de sens parce qu'ils ignorent tout. Donc il serait aussi du mérite de l'ECAM de s'ouvrir davantage, même s'ils n'ont pas l'obligation de le faire, mais je pense qu'ils devraient peut-être le faire pour que ceux qui ignoraient puissent comprendre qu'on ne déclare pas, n'est-ce pas, on ne se déclare pas vainqueur sur la base des tableaux noirs ou bien des captures d'écran de je ne sais quel menteur, quel influenceur sur Internet. Non, on ne se déclare pas candidat. C'est des organes qui, à la suite d'une comptabilité prévue par la loi, vous reconnaissent comme vainqueur d'une élection. Donc, en vérité, c'est ça le fond du problème. Donc, aujourd'hui, je pense que la démocratie a un coût. Elle s'entretient aussi par le dialogue citoyen, elle s'entretient aussi par l'obligation qui pèse sur les partis politiques à former leurs citoyens. L'UPC nous a donné le ton il y a maintenant plus de 50 ans, 77 ans, donc je crois qu'il faut suivre le bon exemple. Bien sûr, l'UPC, il y a eu des problèmes de dissension interne dans ces grands partis, qui n'est même pas un parti, qui est un mouvement, hein, qui est un mouvement. L'UPC, pour moi, c'est un mouvement. Je voudrais corriger. Oui, bon, c'est un parti. C'est-à-dire qu'avant Augustin Frédéric Kodok, l'UPC est resté dans une approche de mouvement. Et ça permet de comprendre les problèmes internes que l'UPC a généralement. C'est-à-dire, jusqu'en 92, nous étions un mouvement. Mais avec l'arrivée d'Augustin Frédéric Kodok et le retour au multipartisme, l'UPC a fait la même mutation que Mandela a eu à faire avec l'ANC. C'est-à-dire la mutation de mouvement, parce que l'approche d'un mouvement est purement insurrectionnelle. Hein. Elle n'est pas une vie institutionnelle et prise de pouvoir à travers les élections. Donc avec Augustin Frédéric Kodok, on a donc opéré cette mutation interne qui fait que nous soyons désormais un parti politique, un parti de gouvernement qui mène ses actions dans le strict respect des institutions de la République. On a donc certains camarades, certains militants de l'UPC qui, parfois par rapport à leur contexte, parce que là-dedans il y a les exilés politiques, il y a même ceux qui ont fait le maquis hein, et tout, qui eux ne parviennent pas à faire la mutation de mouvement à parti politique et qui restent dans des postures de mouvement, c'est-à-dire de confrontation avec ceux qui détiennent l'autorité de l'État. Vous allez donc voir que c'est ce qui crée des problèmes que nous avons à l'intérieur parfois. Et vous voyez que cela a été très bien fait avec l'ANC. Le départ de Steve Biko, de Kozatu, dans ses rapports avec l'ANC, au moment où l'ANC devient un parti politique, s'il n'y avait pas eu cette mutation, l'ANC ne serait jamais arrivé au pouvoir. Vous parlez très bien. Oui, un instant, M. Jamel, on va vous en revenir. Vous parlez très bien. Et là, Célestin, c'est un problème de génération. De l'UPC, mais cette élection marque-t-elle une reconfiguration du paysage politique camerounais? Ah oui, bien évidemment. Bien évidemment que nous nous dirigeons vers une mutation sociale naturelle, un cycle
de classe politique qui va vers la rencontre devant la sublime porte de l'histoire. Et voilà pourquoi il faut nécessairement avoir une approche qui permet la remise du relais par la confiance d'une génération qui a su quand même préserver l'unité nationale, la paix et la souveraineté de notre pays. Et c'est à ce niveau que l'UPC dénonce l'approche de deux candidats, c'est-à-dire Issa Chiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari, qui se revendiquant de l'héritage politique d'Amadou Ahidjo, oublient ou alors mettent entre parenthèses ce qui avait été très cher au président Ahidjo, c'est-à-dire l'unité nationale, et ce qui a été un continuum au niveau du président Paul Biya, parce que vous allez observer que la gouvernance du président Paul Biya est nécessairement fondée sur la sauvegarde de l'unité nationale, la paix et la souveraineté de notre pays. Monsieur Célestin Djamène, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'avis avec l'honorable qu'aujourd'hui, ce sont ces nouveaux partis politiques qu'il a cités qui briguent l'unité nationale au Cameroun, qui créent le désaccord? Oui, quand il parle de briser le principe du continuum de l'unité nationale, l'honorable n'a pas tellement tort, parce que quand on voit les deux leaders politiques, les deux anciens ministres, Bello Bouba et M. Chiroma, je suis sûr à parier qu'ils ont des bribes de pensée communautaristes. Ils pensent qu'effectivement, l'héritage d'Ahidjo consiste, selon eux, c'est une exégèse assez nocive, n'est-ce pas, de la pratique d'Ahidjo à l'époque, de penser que, comme le pouvoir était au sud, ça devrait revenir au nord. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit raisonner dans la République. On raisonne dans la République selon la situation mentale, politique des citoyens qui décident à l'occasion d'un événement politique qui est l'élection présidentielle de confier le mandat à un homme, compte non tenu de son appartenance régionaliste ou ethnique. Ça, c'est clair. Donc, je ne pense pas que M. Bello ou M. Chiroma soient dans une tendance de raffermissement de l'unité nationale. Et ça, c'est très grave. Parce que j'ai écouté les propos de M. Chiroma avant-hier qui invectivait le ministre de l'AT, disait qu'il vienne me chercher à Garoua. Garoua, ce n'est pas innocent. C'est pour dire qu'ici, je suis chez moi, et que chez moi, dans le Nord, on ne peut rien me faire. Là, c'est des propos qui sont extrêmement dangereux, que je condamne, de la même manière que je condamne l'insinuation de M. Maurice Kamto au Conseil constitutionnel de 2018, qui disait que je veux passer le concours Boulou. Je suis né à Bafoussam, je suis donc Bamileke. Non, il n'est pas nécessaire de tenir des propos à connotation tribale qui ne nous avancent en rien dans le plan de la démocratie. Je voudrais ensuite dire un mot sur ce qu'a dit l'honorable Bapolipos sur le fait de la mutation de l'UPC. Il a raison, parce qu'en vérité, ce n'était pas pour remettre en cause le parti UPC en tant qu'organe qui participe aux élections au Cameroun. Mais quand je disais, pour moi, mouvement, je ne pensais pas à insurrection, je pensais à l'âme immortelle du Cameroun. Ça veut dire que pour moi, la conscience politique, la conscientisation politique d'un citoyen ou des citoyens est extrêmement importante. Être conscient qu'on est dans une nation, dans un vivre ensemble, c'est la matière première. Comme il existe des mouvements citoyens, mais qui sont aussi à part entière, en même temps, des partis politiques qui respectent les canons de la démocratie nationale et qui participent aux élections. Donc ça n'était pas dans mon esprit pour remettre en cause le fait que l'UPC n'est pas un parti. Non, je disais qu'à l'origine, ça a été quand même à travers après les partis tribaux de l'époque, le Koumzé, le Ngondo, qui étaient des partis politiques, mais qui étaient en même temps les associations tribales. L'UPC vient, en tout cas, pour créer un choc patriotique, c'est-à-dire pour redonner aux citoyens qui sont véritablement des enfants d'une nation. C'était des nationalistes UPCistes. Donc cette matière première était fondamentale pour évoluer maintenant vers les votes, c'est-à-dire que vers les élections classiques et normales. Mais s'il n'y a pas ce terreau qui convainc les citoyens qu'il est d'abord le membre d'une communauté nationale, communauté des citoyens, ben, il aura du mal à voter pour quelqu'un qui n'est pas de son village. Donc il est important aussi que cette culture politique, qui est issue d'un mouvement, pour nous, le Cameroun, le seul mouvement qui a créé ce choc, cette mutation psychologique, c'était l'UPC. Il n'y en a pas deux.
C'est tel que l'UPC. Donc après, le pluralisme démocratique, d'autres partis ont suivi, le SDF, etc. Donc aujourd'hui, il est important de comprendre que notre souci à nous, acteurs publics, c'est, dans nos partis respectifs, d'encourager effectivement le citoyen à s'éduquer, à se former, sans oublier qu'il y a un socle fondamental qui est l'unité nationale. Nous ne voulons pas de la libanisation, de la yougoslavisation du Cameroun. C'est pas possible. Je vois des gens écrire des livres sur le fédéralisme communautaire. Non, le fédéralisme, c'est le fédéralisme. Il ne peut pas être communautaire, sauf si on n'entend par communautaire la communauté nationale des citoyens. Comprenez? Donc nous sommes des citoyens engagés, nous avons nos convictions, qu'on soit socialiste ou libéral ou capitaliste, peu importe. Ce qui est important pour un chef de parti, et même pour les militants de base, c'est de comprendre qu'il y a une compétition qui est encadrée par des règles démocratiques et qu'on doit respecter. M. Chiroma se comporte comme un aventurier et pour moi-même se comporte, dans le cas d'espèce, comme un voyou politique et qu'on ne peut pas admettre. Nous allons éviter d'indexer d'autres personnes, M. Célestin Djamène, nous allons éviter d'indexer certaines personnes, mais nous allons marquer une pause pour le moment. Merci, messieurs. Je vous remercie pour ces propos très pertinents, mais à présent, nous allons mettre une pause et reprendre nos échanges dans quelques minutes. Chers téléspectateurs, nous marquons une pause à présent et à tout de suite. Bienvenue à tous pour la dernière partie de cette émission Africa Newsroom. Nous sommes accompagnés de M. Célestin Djamène et l'honorable Bako. Pour en parler ici avec nos invités, on va parler de la transparence perçue jusqu'ici. Est-elle suffisante pour éviter une contestation populaire? Honorable. Je voudrais d'entrée de jeu dire que lorsqu'on a été dans ces élections, on a vu l'organisation de ces élections, on est fondé à reconnaître que nous avons assisté à une élection transparente et libre. Aujourd'hui, ceux qui ont une autre option, qui voudraient qu'il soit président, même en passant par l'autoproclamation, cela n'enlève rien au niveau de la transparence et je vous assure que cette élection a été organisée avec des canons de transparence attestés par tous les acteurs qui jusque-là sont de bonne foi. Vous n'avez pas vu, parmi les 11 candidats en face du président Paul Biya, vous n'avez pas vu des contestations majeures. Il n'y a qu'un seul candidat qui, il faut se l'avouer, allons dans la blessure, la morsure du réel, il est tout simplement esclave de ses propres blessures. Et vous savez, pour être un leader politique, vos blessures personnelles ne doivent jamais être vos miroirs à travers lesquels vous devez regarder la société. Sinon, vous êtes gagné par l'esprit de vengeance. Je suis désolé de le dire. Le candidat qui s'est autoproclamé vainqueur est tout simplement dans une approche de vengeance et développe une dynamique de va-t-en-guerre qui nous donne une configuration qu'on aurait trouvée, nous les UPCistes, dans les années 58. Parce que les réflexes de repli régionalistes que vous voyez aujourd'hui, mais c'est ce qui s'est passé avec Mbida dans les années 58-59. Or, le Cameroun a changé. Aujourd'hui, un candidat qui vient de tel ou tel endroit sait très bien qu'il appartient à la nation camerounaise et que son devoir en tant qu'homme d'État, c'est de préserver l'unité nationale. Donc, pour revenir à votre question fondamentale, oui, les conditions dans lesquelles cette élection a été organisée remplissent tout simplement les critères de transparence. Vous affirmez que les élections présidentielles de 2025 au Cameroun
vraiment remplissent les critères de transparence. Mais quels sont ces indicateurs? Les indicateurs, vous avez vu que, prenons d'abord le ratio de contestation, sur 11 candidats devant le président Paul Biya. Sans énoncer les incidents Il y a... à Douala, Yaoundé et à Garoua. Les incidents sont d'ordre insurrectionnel, organisés par un candidat qui sait très bien que, en passant par les urnes, il n'a pas su gagner la confiance des citoyens et veut prendre les Camerounais pour du bétail qui rentrerait dans un suivisme moutonnier pour mettre la République à feu et à sang. Il n'y a pas eu des soulèvements parce qu'il y a eu un problème de transparence au niveau du vote. Non, il y a une organisation qui a été mise en place pour aller dans l'approche insurrectionnelle. Et nous avons confiance aux institutions de la République. Et à ce niveau, nous interpellons l'État du Cameroun, qui a le devoir de maintenir l'ordre public et surtout de sauvegarder la paix et la souveraineté de notre pays. Parce que nous avons eu, pendant la campagne, nous avons quand même constaté des dérives venant de ce candidat qui, à Bamenda, a revendiqué des accointances avec des mouvements sécessionnistes. Et lorsque nous faisons l'analyse circonstancielle des événements de Tchad, nous voyons très bien que tout a été bien huilé pour aller dans l'approche insurrectionnelle. Mais nous interpellons la jeunesse camerounaise pour dire qu'il faut croire en la République et que l'aventure menée par un homme politique en détresse ne devrait pas être à même de créer le chaos dans notre pays. Monsieur Célestin Djamène, en 2018, le MRC a perdu les élections et néanmoins ont contesté ces résultats. Est-ce que vous êtes de la partie à dire, c'est-à-dire que le MRC avait effectivement perdu cette élection et effectivement que les institutions électorales restent transparentes jusqu'à aujourd'hui? Le MRC a perdu les élections en 2018, c'est un fait. C'est un fait légal et c'est ainsi qu'en tout cas le Conseil constitutionnel l'a constaté, l'a proclamé. On ne revient pas là-dessus. Maintenant, je pense qu'il y a une véritable différence entre la contestation populaire et l'autoproclamation. Nous sommes dans deux contextes différents. On ne peut pas à la fois accorder, de par notre Constitution, des libertés fondamentales, notamment celle de s'exprimer librement à un citoyen, et le museler. Par conséquent, le fait de contester en soi n'est pas un crime, ne contrevient pas aux principes fondamentaux de la liberté d'une république, ça c'est évident. Maintenant, quand un candidat s'autoproclame vainqueur, ça veut dire qu'il choisit délibérément d'entraver ou de piétiner les valeurs républicaines. Les lois, c'est évident qu'il les piétine, mais c'est même les valeurs républicaines. Vous verrez que dans cette élection 2025 au Cameroun, aucun état-major de parti politique n'a décrié la manière dont ont été conduites les élections. Aucun état-major de parti politique. Les élections sont passées dans la pure transparence. Et je peux même dire que le MINAT, puisqu'il est là aussi pour servir de tampon entre le gouvernement et les CAM, il a fait un excellent travail. Le désordre a été contenu. Bien sûr qu'il y a eu Tchang, il y a eu un peu Garoua, ça a été contenu très rapidement. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le va-t-en-guerre, et je pense à la posture de M. Tiroma Bakary, qui, de par son acte, a créé un casus belli. Il est dans la belligérance. Il sait qu'il n'a pas le droit de dire ce qu'il a dit. Il sait qu'il a stigmatisé M. Kamto en 2018, le traitant de boulimique, de pouvoir d'illuminer, parce que M. Kamto avait osé s'autoproclamer vainqueur. Le voici aujourd'hui, qui reproduit le même film. Alors bien sûr qu'il a l'immunité jusqu'à la proclamation des résultats demain ou après-demain. Mais après ça, il faudrait qu'il réponde. Parce que s'autoproclamer est interdit par la loi. Les tendances, on peut dire dans tel bureau, il y a eu tel chiffre, mais on ne peut pas décider à la place du décideur qui est le Conseil constitutionnel. Je regrette de le dire. Donc aujourd'hui encore, les citoyens sont convaincus qu'aujourd'hui, Internet
où les nouvelles technologies sont devenues un outil de démocratie, peut-être, mais jusqu'à une certaine limite. Quand on est à Daïdo, quand on est en Kondongo, on ne peut pas savoir ce qui se passe à Bafia ou dans le bureau de Figuil. Donc, on n'a pas inventé les PV pour rien. Ce n'est pas les captures d'écran, ce n'est pas les influenceurs qui vont vous dire que M. Chiroma a gagné. Ça ne se peut pas. Puisque je termine là-dessus, c'est très important. Oui. En parlant de transparence, plusieurs pensent que dans un pays démocratique comme le Cameroun, 15 jours après le jour d'élection pour la proclamation des résultats, c'est un peu osé et donne la possibilité à un possible trucage. Bon, c'est un débat qui est légitime. Mais pour l'instant, les PV au Cameroun, dans le contexte législatif camerounais, sont manuels. On peut bien sûr faire comme le Bénin, le Nigeria ou la France, c'est-à-dire qu'en 24 heures, technologiquement, ça n'est pas impossible. Mais est-ce que la question, c'est de savoir si on va débattre sur la faisabilité de proclamer les résultats en 24 heures ou en 15 jours? Pour l'instant, cette loi n'a pas été abrogée. Est-ce qu'on est tenu de respecter les lois de la République? Pour moi, la réponse est oui. Aujourd'hui, au Cameroun, le code électoral est très clair. L'article 137, et M. Saadi l'a rappelé, les résultats, c'est dans un maximum de 15 jours. Ce n'est même pas dans 15 jours, c'est dans un maximum. La preuve, c'est que le 23, c'est demain. Il est question que les résultats soient proclamés en moins de 15 jours. Mais 15 jours, c'est la limite à laquelle on ne pourra pas dépasser pour la proclamation des résultats. Donc, je suis en train de dire ceci. Il y a le débat sur les nouvelles technologies qui font qu'on n'est pas plus bête que les autres Africains qui proclament en 24 heures. Mais la question fondamentale, c'est de savoir si aujourd'hui, au Cameroun, la loi concernant les PV a changé. Pour l'instant, ici chez nous, on devient vainqueur parce qu'on a constaté dans 32 000 bureaux de vote les PV qui vous donnent la majorité. M. Chiroma, qui n'est pas un citoyen lambda, est censé le savoir. Il a été ministre 20 ans. Donc quand on est ministre 20 ans, on doit être quand même un peu exemplaire, en tout cas au-dessus de la mêlée. Et pour dire que voici, aujourd'hui, je vais m'engager dans un combat pour la réforme du code électoral, de ramener 15 jours peut-être à 24 heures, comme dans d'autres pays, mais pour l'instant, je dois respecter le processus électoral. Il ne l'a pas respecté. Et tout à l'heure, quand je le qualifie de voyou politique, il fait dans le voyoutisme politique. On ne peut pas être un ancien ministre et se comporter comme il fait. Ce n'est pas normal. Alors, comment voulez-vous critiquer les citoyens lambda si vous-même, en tant qu'ancien ministre, vous avez un comportement pareil? Donc, la transparence, je veux bien, Madame Kamsu, il est normal qu'il faut rassurer les votants, il faut rassurer les électeurs. Il faut qu'ils aient le sentiment que leur vote serve à quelque chose. Mais donnez-moi un seul cas d'un leader politique, en tout cas d'un candidat parmi les 11 qui ont fait face à M. Paul Biya, qui a contesté le processus. Ils appellent Elekam à être pointilleux sur la transparence. Ils appellent élégamment à la transparence. Ils ne disent pas qu'il y a eu une mauvaise organisation des élections. Ils ne l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit. Donc je crois que tout a été tout à fait normalisé, depuis la commission locale jusqu'au Conseil constitutionnel. On attend les résultats demain. Eh bien, tout a été prévu, tout a été organisé de manière transparente. La commission locale a transféré à la commission communale, qui a fait son rapport après 112 heures à la commission départementale, qui a fait son rapport à la commission de recensement national de vote, et qui maintenant a achevé hier, et on va vider le contentieux électoral aujourd'hui, et demain, les résultats seront proclamés. Alors, quel est le problème qui se pose là? Je veux bien débattre demain, après peut-être les résultats de demain, qu'on puisse revenir à 48 heures après les dépouillements ou bien à 24 heures. Je ne suis pas contre. Mais pour l'instant, c'est le PV qui atteste de votre victoire ou non. Ce n'est pas autre chose. Merci, M. Célestin Djanel. Rapidement, honorable, dites-nous au soir du 23 octobre 2025, si il y a contestation populaire, comment comptez-vous, bien sûr, en soutien du parti au pouvoir, comment comptez-vous gérer cette contestation? Il faut savoir ici que nous devons d'abord être républicains. Je demanderai aux uns et aux autres d'être républicains, particulièrement aux jeunes citoyens, jeunes cadres des partis politiques, militants, population camerounaise, d'être républicains. Être républicain veut dire que nous devons croire aux institutions et respecter le rendu des institutions compétentes dans l'organisation de nos élections. La contestation populaire
ne doit pas transcender les institutions qui organisent l'élection. Et c'est à ce niveau qu'il faut savoir que l'État a également le devoir de sauvegarder la cohésion sociale, la paix dans notre pays. Et au niveau de l'Union des populations du Cameroun, nous lançons un appel au calme et demandons aux uns et aux autres de respecter les résultats qui seront proclamés par le Conseil constitutionnel. Et de savoir également que, en se portant candidat, il y a dans l'option de Issa Chiroma Bakary une volonté d'aller installer le Cameroun dans le chaos. Parce que dans les non-dits ou alors ce qui est dit hors micro, il y a une logique de vengeance. Et l'Union des populations du Cameroun est mieux placée pour dire qu'on ne peut pas être utile à son pays en restant esclave des blessures qu'on aurait eues. Qui a eu plus de blessures que l'Union des populations du Cameroun dans ce pays? Nous connaissons encore ceux qui ont blessé l'UPC. Nous connaissons encore ceux qui ont décimé nos militants, nos camarades, ceux qui ont commis les crimes dans nos villages. Mais pour l'intérêt supérieur de notre nation, l'UPC a pu dompter ses propres blessures pour être utile à la République. Que quelqu'un ait eu des égratignures, c'est d'autant plus encore qu'il avait été pris en flagrant délit de déstabilisation du pays. Et qu'après, il est passé 20 ans dans le gouvernement et que cela soit un fonds de commerce aujourd'hui pour susciter la peur. Merci. Dire que telle région du Cameroun est plus utile. Vos propos restent très intéressants, mais malheureusement, non. Pensons d'abord le temps avant de penser région. Merci beaucoup, honorable. Malheureusement, le temps nous tient et l'élection est passée, mais les interrogations demeurent. Si le vote est un pilier de la démocratie, c'est l'acceptation de ces résultats, la transparence du processus et l'écoute des citoyens qui en garantissent la solidité. Merci à nos invités pour ces riches échanges. Le Cameroun regarde l'avenir avec espoir et la démocratie reste une conquête permanente. Pour vous apporter plus de propos sur ces institutions, nous étions accompagnés de M. Célestin Djamène et l'honorable Bapo Lipote. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette édition de l'Africa Newsroom. L'information continue sur nos antennes et sur le site web africa24tv.com.